Muteki et Yokoso. Salut à tous. Bien, bonjour. Bonjour à tous, bienvenue sur Muteki, une heure de son japonais, et aussi cette semaine, une heure de son de musique, de jeux vidéo, avec notre invité aujourd'hui, Douglas Alves. Bonjour Douglas. Bonjour. Salut Douglas, comment vas-tu ? Bah ça va, on se réveille. On se réveille. Alors je suis à la fois désolé de te réveiller à une heure pareille et je suis très très heureux de te recevoir. Ça fait quand même des années qu'on s'était pas reparlé ou quoi que ce soit. Moi j'avais assisté à plusieurs de tes conférences, notamment une dont je me souviens très bien à Beaubourg, au Centre Pompidou à l'époque. Douglas Alves, si vous le connaissez pas évidemment, journaliste depuis très très longtemps, rédacteur en chef, ex-rédacteur en chef de c'était quoi, Console Plus. Tu avais fait quoi aussi comme non, j'étais pas rédacteur en chef, j'étais juste rédacteur. T'étais rédacteur à Console Plus, mais t'étais rédacteur en chef ensuite dans quel magazine ? Oh là là, mon Dieu. Non, j'avais été rédacteur en chef, mais j'ai été membre de l'équipe permanente chez Console Max. Voilà. Et ensuite. Allez, voilà. Il y a longtemps. Et il y a fort longtemps, c'est marrant parce que moi je te lisais. C'était assez amusant du coup. Donc Doug, pour ceux qui voudraient se souvenir effectivement et qui auront peut-être encore quelques revues, ce qui est mon cas d'ailleurs. J'ai encore quelques vieilles revues justement de l'époque. Et ensuite, du coup maintenant consultant pour beaucoup d'initiatives différentes en termes de. Oui. Ouais, et j'enseigne l'histoire et la culture du jeu vidéo aussi. Enfin voilà, c'est en tout cas voilà, ça fait quand même quelques dizaines d'années que je suis dans le jeu vidéo. Exactement. Ça commence à faire longtemps. Et effectivement, j'ai toujours aimé transmettre sa culture, son histoire, voilà tout ce qui est en fait ce média, qui est le dernier média créé et qui est beaucoup plus riche en fait qu'on ne croit, puisque quand on ne s'intéresse pas beaucoup aux jeux vidéo, effectivement on n'en voit que la surface et ce que les médias que l'on consulte nous transmettent. Et donc double confrère en plus de ça, parce qu'on a été journalistes ensemble, en même temps à une époque, et prof d'histoire du jeu vidéo aussi. Et Elias à côté de moi m'en est témoin puisque j'ai enseigné aussi. Tout à fait. Voilà. Mais du coup en plus toi tu es un spectateur de première qui était en première ligne dans l'évolution de la perception par le grand public du jeu vidéo, et on va en parler notamment via la musique de jeux vidéo. Pourquoi tu es là ? Parce que on va parler aussi ensemble de musique de jeux vidéo, et notamment à travers cette exposition qui a ouvert début avril et qui se poursuit jusqu'en novembre à la Philharmonie de Paris, qui s'appelle Video Game and Music. Donc voilà le nom de cette exposition. Et comme je le disais, toi tu as vu l'évolution à la fois du média vidéoludique et l'évolution aussi de la musique qui va avec. Oui, tout à fait. Et on en parlait on en parlait hors antenne. Est-ce qu'il y a des moments, alors voilà, on en parlait un petit peu hors antenne avant cette émission, il y a des moments qui t'avaient un peu marqué dans cette évolution. Elle n'a pas été linéaire, loin s'en faut, mais en plus de ça, l'évolution de la musique n'a pas du tout été linéaire. Il y a des moments qui t'ont peut-être marqué, musicalement parlant. Oui, alors je peux faire un petit historique. C'est vrai que quand je joue en arcade, par exemple au premier jeu que j'ai préféré, Galaxian, on est quand même dans une salle qui est assez bruyante. Malgré tout, les bruitages du jeu quand même arrivent quand même à surnager, à se distinguer, donc j'en garde un petit souvenir. C'est vrai que les jeux que j'ai essayé par la suite sur micro, quand j'ai découvert les jeux sur micro-ordinateur sur Apple II, il n'y avait pas vraiment de son, pas vraiment de musique. Il y en avait un tout petit peu, mais ça m'avait pas très très marqué. C'était plus du domaine comment on pourrait dire, de l'immersion sonore, voilà. Même pas. Un peu comme des petits jingles en fait, des musiques très courtes. Il y avait rien dans les premiers jeux que j'ai essayé. Puis après sur Amstrad CPC, c'est chez un ami au primaire, j'ai pu avoir un peu plus de
de musique de jeux vidéo, hein, donc c'est arrivé vraiment petit à petit, et puis ça montre aussi que la musique c'était pas vraiment au tout début du jeu vidéo une priorité. Sur Amstrad CPC par exemple, souvent je me rappelle les développeurs, en tout cas au début de la vie de la machine, ils demandaient aux joueurs de choisir souvent entre le bruitage et la musique. Exactement. Voilà. Alors ça c'était quelque chose qui m'avait marqué. Puis après, je crois qu'il y a une des premières musiques qui m'avait. Il y a deux jeux dont j'ai pu écouter, deux jeux d'arcade où j'ai pu écouter les musiques dans des bonnes conditions. C'était Double Dragon et Shinobi. Ah oui. Parce qu'ils étaient dans le bar à côté de mon école primaire et que le patron était le père en fait d'un des camarades de classe. Et je pense que ça a joué. Alors j'ai pas les souvenirs exacts comme ça en tête, mais les musiques m'avaient marqué. Et puis après j'ai eu un Atari ST chez moi et là ça a été une grosse découverte de la musique, ce qu'on appelle de la chiptune aujourd'hui, ouais. Mais qu'à l'époque on n'appelait pas forcément chiptune, hein. Tout au plus on avait le terme soundchip, oui. qui était là pour différencier une musique qui était entièrement numérisée d'une musique qui était synthétisée. Là je commence à découvrir vraiment la musique. Voilà, c'est vraiment à pouvoir écouter les musiques en entier, à découvrir même des programmes de musique. Donc ça c'est toute une culture que j'ai appris à l'époque. Et puis après, bon bah j'ai un retour. Je sais pas si tu veux que je continue. Alors moi je vais sauter en direction du CD-ROM parce que je pense que c'est aussi un des moments marquants dans l'histoire de la musique du jeu vidéo. Mais tu fais bien de signaler l'apparition des synthés, des chips sonores, on va dire 16-32 bits. C'est-à-dire j'y inclus la Mega Drive, la Super NES, l'Atari ST. Oui, bien sûr. Mais bien surtout, sûr. Je pense que l'étape suivante, c'est le CD-ROM où pour la première fois on entend de la musique symphonique, ou en tout cas composée sur des gros synthés qui reproduisent la musique symphonique, ou alors carrément, voilà, effectivement, comme c'est le cas pour les FF par exemple, des samples d'orchestre, quoi. Enfin, c'est un nouveau monde. Oui, la PC Engine, hein, qui a été vraiment mon premier gros coup de cœur console. Et, contrairement à beaucoup de personnes qui avaient la NES, ou des gens un peu plus jeunes que moi qui achetaient la NES, moi le jeu vidéo j'étais déjà dedans, hein, puisque j'ai commencé, c'est vrai, à travailler assez tôt, hein, j'avais même pas 18 ans dans le jeu vidéo pour Tilt et Console Plus. La PC Engine, c'est deux révélations pour moi, effectivement. C'est le retour au gameplay arcade. En fait, il y a quelque chose qui est assez marrant. Alors pour ne pas parler musique, pour le coup, c'est de comprendre en fait le gameplay que les Japonais avaient, et surtout leur niveau de qualité au niveau du contrôle sur les jeux que je retrouvais sur la PC Engine et qui me rappelait l'arcade. Et puis après, ça a été les cinématiques, les musiques et les comédiens de doublage sur PC Engine, puisque bien sûr, on était sur un support qui faisait... je crois que formater le CD-ROM de la PC Engine, c'était 540 mégas. Ce qui aujourd'hui est minuscule, voilà. Aujourd'hui c'est minuscule, mais à l'époque c'est 10 fois plus que les plus gros jeux sur cartouche. Ouais. Donc c'est vrai qu'il fallait meubler quoi, et ils se sont dit musique qualité CD, comédien de doublage, proximité avec l'industrie de l'animation japonaise. Enfin voilà, c'est vrai que je me rappelle par exemple de l'intro de Is 1, 2 et tout. Je les ai même connus à l'envers. J'ai fait le 3, puis après j'ai regardé l'intro du 3 et après du 1 et 2, et effectivement et c'est marrant ce décalage en fait entre les pixels assez old school, de la PC Engine et de la musique qui sortait du CD-ROM. Voilà.
On va juste faire une pause dans ce narratif, dans ce cas-là, et on va passer peut-être une petite zik, parce que ce qui est très bien, c'est que ça nous amène à l'époque de la chanson d'ouverture de cette émission, qui était Space Channel 5. Donc tiré de la BO de Space Channel 5. Alors c'est le premier thème, évidemment, c'est le tutoriel up down, two, voilà, avec donc l'introduction de Oulala et surtout l'introduction des commandes du jeu, tout ça avec une musique très néo-disco, voilà, qui était voilà, dont Sega avait le secret à l'époque. Mais justement, on va en profiter pour passer peut-être une petite pause musicale, parce que on parle énormément de musique sous l'angle japonais, mais tu as aussi cité l'Atari ST, l'Amstrad. Moi, je pensais aussi, tu vois, à ces CD qui avaient été édités, que ce soit au Japon ou en Europe, autour des jeux vidéo. Je pense par exemple à Mario. En 88, il y avait un des collaborateurs du Yellow Magic Orchestra, Matsutake, donc Logic System, pour ceux qui le connaissent sous son nom de scène, qui avait sorti, qui était un des premiers à sortir un album. En parallèle, quasiment, c'est sorti en décembre, le jeu est sorti un petit peu avant. En 88, c'était une dinguerie. Personne n'avait jamais, pas pensé peut-être, mais personne n'avait jamais sorti de CD de musique réarrangée de jeux vidéo. À l'époque, on se disait, mais quelle idée, quoi. Oui, il faudrait qu'on en parle. Il faudrait qu'on en parle justement, parce que effectivement, on a eu quand même au début des années 80, même si c'était du phénomène, on a eu un 45 tours dédié à Pac-Man aux USA. On a eu Disco Space Invaders, il me semble. On a eu du Pac-Man. Oui. Du Pac-Man. Au Japon aussi, on a eu c'est Ryuichi Sakamoto, c'est son groupe aussi, Yellow Magic Orchestra, oui, voilà. Qui fait une référence au phénomène de Space Invader et de l'arrivée des salles d'arcade. Ouais. Enfin voilà, on a quelques musiciens qui et c'est assez marrant, parce que dans le cas de Ryuichi Sakamoto, c'est l'un des premiers musiciens aussi à travailler sur du RPG, sur CD-ROM, sur PC Engine. Donc voilà, la boucle est bouclée, quoi, oui, sur le coup. Et c'est vrai que c'est super intéressant. Et puis les Japonais, contrairement aux Européens, aux Américains, ils comprennent très très vite qu'en fait la musique de jeux vidéo, ça va être quelque chose d'énorme. Et c'est vrai qu'on a les premiers concerts Dragon Quest, puis après Final Fantasy, les premiers CD de musique de ces concerts-là, qui arrivent fin des années 80. Voilà, on voit déjà qu'il commence à sortir. Si on parle de Is quand même, qui est un de mes jeux préférés, on voit qu'il y a un vinyle qui sort, il y a des cassettes audio aussi, et puis après ça commence à s'emballer à partir de 87-88, puisque ça commence à devenir un très très gros business, puisque l'arcade japonaise est complétée par Nintendo et le marché console, qui au début des années 80 au Japon était beaucoup moins vaste. Et c'est assez marrant, parce que bon, j'ai encore pas mal d'informations à décortiquer du début des années 80, mais on sait qu'à partir de 82, les éditeurs d'arcade commencent à se dire les musiques c'est pas mal, il faudrait qu'on aille chercher des musiciens, parce qu'on n'en a pas assez dans le secteur. Ils vont aller à la sortie des conservatoires, enfin les étudiants qui ont leur diplôme, prendre des gens. Il va y avoir quelques bornes d'arcade avec des prises jack pour qu'on puisse écouter la musique. Et puis au bout d'un moment, ces bornes d'arcade disparaissent. Moi, j'essaye de faire un peu des recherches sur cette époque-là, parce que moi, j'ai une théorie, c'est que en fait, les prises jack sur les bornes d'arcade vont disparaître, parce que je pense que certains joueurs ont commencé à enregistrer les musiques. Et c'est le premier réflexe que j'aurais eu moi-même, j'avoue. Voilà, et on voit par exemple Yujiro Koshiro qui fait les transcriptions à l'oreille des musiques de Gradius, qui était son jeu préféré à l'époque, et qui les publie dans un magazine, dans Mycon Basic, voilà, en disant voilà, c'est ma retranscription de Gradius. Ouais. On sent qu'il y a quelque chose qui commence dans la musique du jeu vidéo au Japon, et je pense que la disparition des prix de jack, alors
c'est une théorie, hein, il faut la valider. Elle arrive parce que les éditeurs se disent, finalement, on va publier les musiques et se faire de l'argent. Voilà, on va en faire de l'argent plutôt que de la laisser gratuitement aux consommateurs, n'est-ce pas? Voilà, exactement. Mais tu as raison, ils vont les chercher très très jeunes. On a des Yoko Kanno, Yoko Shimomura ou Mitsuru Yamane qui commencent relativement jeunes. Et je ne parle que des compositrices parce qu'on parle beaucoup de Yuzo Koshiro notamment. On peut parler d'autres, de Koichi Sugiyama aussi, mais lui qui avait déjà une grosse carrière en arrivant dans le monde du jeu vidéo. Mais ouais, il y en a qui viennent très très jeunes. Mais Koshiro d'ailleurs lui-même arrive relativement jeune dans le game. Complètement. Hein. Il fait partie de cette génération comme moi d'ailleurs, hein, où on est en fait on voulait bosser dans le jeu vidéo, hein, donc lui en plus il avait des parents artistes donc qui l'ont bien aidé, qui l'ont bien soutenu, et puis là on a parlé beaucoup des Japonais, mais il faut citer quand même le roi de la chiptune, hein, qui est Rob Hubbard en Occident, et qui tu me fais très important. C'est très important, exactement. Le sorcier du CID du Commodore 64, effectivement. Je sais plus comment il l'appelle. Il y a un nom comme ça en anglais. C'est un petit peu le sorcier du Commodore ou le sorcier du CID. CID étant le nom de la puce sonore du Commodore. Tu m'offres une transition parfaite avec une pause musicale. Akihabara Electric Circus. Donc voilà, on l'a en stock. Une des musiques de l'album de Super Mario Bros 3 qui est sorti en 88. Et derrière, on va passer une autre musique, cette fois-ci côté français. Et justement, la transition, elle est là, c'est que derrière, on va peut-être parler aussi des différences qu'il peut y avoir entre composition à la française, composition à la japonaise, à l'américaine, et d'autres écoles musicales, si tu le veux bien. 04 78 39 18 15 pour nous appeler. Vous pouvez nous retrouver sur mutekitaradio.fr et sur nos réseaux sociaux et aussi le Twitch. Et c'est parti donc, c'est l'album qui était sorti en 1988, Akihabara Electric Circus, Hideki Matsutake sur Muteki.
m'appelle Yoshitaka Amano, boutique bien frais. Madeleine de Proust pour tout joueur PC des années 90. Effectivement, la musique de Dune, composée par Stéphane Pic. Alors Stéphane Pic qui a une particularité, puisque du coup, un petit peu comme la chanson précédente, donc Akihabara Electric Circus, sortie en 88 pour la sortie de Super Mario Bros 3, pour accompagner musicalement la sortie de Super Mario Bros 3, eh bien Stéphane Pic avait ressorti, après la sortie de Dune, en 92, eh bien Spice Opera, qui était un album de réinterprétation, où il avait réarrangé ses propres compositions, le regretté donc Stéphane Pic qui nous a quittés il y a un an ou deux maintenant, voilà effectivement, donc, mais qui a été le premier, il me semble le premier français en tout cas à le commercialiser en tant qu'album. Avec nous, on a évidemment, puisqu'on parle de musique de jeux vidéo, nous avons Douglas Alves avec nous à l'antenne, avec évidemment en fil rouge de cette discussion l'expo qui s'appelle Video Game and Music à la Philharmonie de Paris, et j'en profite pour dire également que pour vous inviter à aller voir Japan 80s notamment sur YouTube, l'ami Laurent qui a traité de ce sujet là justement avec Romain il y a
2-3 mois de cela, dans une de leurs vidéos. Douglas, toi tu avais testé Dune à l'époque. Tu avais été aussi marqué par les musiques à l'époque? Alors, que je me souvienne dans l'ordre, alors c'est assez marrant parce que à l'époque du développement de Dune, j'ai pas mal d'infos qui m'arrivent, surtout en plus comme je faisais partie de la rédaction de Tilt, ça a dû jouer, mais mais alors le monde est très petit parce que c'est dans l'équipe de développement, il y a j'avais des amis d'amis qui connaissaient des gens qui bossaient dessus, donc j'avais des infos, Ouais. mais curieusement c'est celui que j'ai eu en premier dans les mains, ça a été Dune 2, celui de Westwood. Voilà, et puis après j'ai pu essayer donc notre Dune nationale, hein, puisque voilà l'équipe est française. Oui, toujours dans ce sens-là. C'est toujours dans ce sens-là. Ouais. Oui, c'est toujours dans ce sens-là, Et, effectivement. Oui, vas-y. Et il y a une anecdote assez marrante parce que le jeu a failli ne pas sortir, en tout cas Oui. chez le même éditeur, puisque c'est les gens de l'équipe de Dune 2 de Westwood, des Américains, qui ont dit que le jeu était de qualité et qu'il fallait absolument le sortir. Donc ça, c'est une action un peu désintéressée quelque part, et c'est assez rare dans le business de jeux vidéo pour que voilà on en parle. Et donc de Philippe Ulrich et son équipe. En fait, c'est un jeu c'est aussi un des premiers jeux qui va être mis sur CD-ROM parce que en fait, il commence à développer quelque chose de trop énorme pour la machine lead, hein, puisqu'ils ont commencé sur Amiga. Ouais. Et le jeu faisait au départ une bonne dizaine de disquettes. Ah oui. Donc ça commençait à devenir énorme. Voilà. Ok. Et c'est vrai que ça c'est intéressant, c'est la démesure du jeu, et comme tu l'as cité, c'est un jeu, on a du mal un peu à définir son genre parce que tu fais un peu de tout. Il y a de l'aventure, il y a du relationnel, hein, limite c'est un jeu qui aurait beaucoup plu, je pense, aux Japonais. Je suis d'accord. Voilà, parce qu'il y a vraiment plein de choses dedans, des décisions tactiques, de la gestion. Enfin, vraiment, pour moi, quelque part, ce Dune, c'est un peu le jeu à la Cinemaware, mais de conception française. C'est un peu. Ouais, Voilà. Vas-y. C'est un jeu en fait parce que moi j'ai joué à l'époque, parce que moi j'étais un joueur PC. C'est un vrai jeu d'aventure. C'est un vrai jeu d'aventure. Oui, je t'ai pas devant. Tu n'étais pas dans le micro, je t'entendais pas. Je suis désolé, mon Léo. Non, pas de souci. Je m'entendais moi. Mais c'est un jeu d'aventure en fait qui avait déjà aussi un impact sur la relation entre les factions et la relation avec les personnages. Et c'est ça qui est assez fort et qui rappelle probablement le JRPG. Mais globalement, ce qui est vraiment trop bien, c'est effectivement ce côté aventure, découverte de peuple, de culture aussi, parce qu'on ressentait une culture différente. Et puis surtout, géopolitique extra impressionnant. Tu sens la patte française dans ce côté très artistique. Tu ne retrouves pas ça dans le JRPG, notamment de l'époque à cause du pixel art, qui est un peu compliqué à l'époque. Mais même FF7... j'adore, hein, mais le côté artistique de Dune est unique, je pense, dans l'époque du jeu vidéo PC. Je ne sais pas plus de jeux vidéo PC, mais c'était vraiment incroyable. Enfin, si vous retrouvez des images, ça dénote pas d'aujourd'hui, je trouve. Oui. Et justement, je vais en profiter pour enchaîner sur le processus de composition. On parlait de Stéphane Pic. Est-ce que toi, est-ce que tu pourrais nous dire s'il y a... Alors, j'ai une partie de la réponse, mais est-ce qu'il y a une école de composition véritablement marquée japonaise? Est-ce qu'il y a une école de composition marquée européenne ou américaine? On part du principe que peut-être les Japonais sont plus mélodiques, les Européens plus immersifs, en tout cas les Français en particulier, et les Américains plus épiques ou plus massifs, notamment ces dernières années dans les musiques symphoniques. Est-ce que c'est vrai, ou est-ce que c'est juste du ressenti de ma part à moi, ou de la part des joueurs en général? Alors moi, je vais peut-être parler des débuts de la musique.
Voilà ce qui va forcément influencer le futur par la suite. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il faudrait traiter son évolution vraiment par dizaines d'années. En gros, c'est que effectivement, au début de la musique, pour moi, hein, l'analyse que j'en fais n'étant pas musicien ni musicologue, voilà, c'est que on va quand même avoir beaucoup de musique venant du Japon au départ, qui vraiment s'inspire de la musique classique. On va avoir un glissement, c'est-à-dire à part les musiciens qui sont exceptionnels et qui vont aller à contre-courant, on va avoir aussi le deuxième genre de musique, de composition musicale qui apparaît pour moi dans la musique japonaise, c'est le rock, voilà, et le rock progressif. Et alors qu'en Europe, par exemple, hein, en Europe, on va avoir le côté plus électro qui va sortir. Rob Hubbard, c'est quand même un fan de musique électro, de Michael Field, par exemple, de musiciens qui utilisent des nouvelles techniques. Voilà, et d'ailleurs, il a acheté son Commodore 64 à la place d'acheter un synthétiseur, ce qui veut, ce qui veut tout dire. Ça veut quand même un peu tout dire. Voilà, et donc, pour moi, il y a ces deux écoles. Et on a une composition au Japon qui essaie de rester assez classique par rapport aux partitions musicales. C'est pour ça d'ailleurs que les Japonais, ils vont monter en nombre de voix sur leur processeur un peu plus rapidement en fait qu'en Occident. Ça aussi, c'est quelque chose qui est assez intéressant, c'est de voir qu'au Japon, le pays où Yamaha a acheté les droits sur l'invention de la synthèse FM, ouais. on va avoir en tout cas sur micro, mais aussi un peu sur console, hein, puisqu'on voit la Mega Drive déjà qu'il y a pas mal de voix par rapport à l'Occident, hein, là où on se tape en Occident, on va dire sur les machines occidentales, maximum du 4 voix. On va avoir les Japonais qui sont déjà au double, parce qu'en fait il y a cette racine classique, et donc ils se disent si on veut transcrire les partitions, on a besoin de plusieurs voix, et on le voit avec un des premiers jeux d'arcade de Konami, Jairus, où ils vont mettre 5 processeurs dans la borne pour pouvoir transcrire les musiques classiques, puisque c'est des musiques classiques libres de droit qui vont un peu réarranger en mode, pour le coup, c'est un peu électro, un peu moderne, et ils vont rajouter, et ils ont 5 chips sonores de 3 voix. Voilà, et ça va influencer la musique, par conséquent, aussi occidentale et surtout européenne, que je connais très bien. C'est-à-dire que quand on n'a que 3 ou 4 voix, on va faire plus appel aux arpèges, on va entrelacer les instruments entre eux pour donner l'impression qu'on a plus de voix. Donc la composition va être très technique, en Occident, à cause de ces limitations techniques. Alors que les Japonais, ils essaient de monter au niveau nombre de voix. Hein. On le voit sur Super Famicom, même sur la Famicom standard, le fait d'avoir plus de voix que sur un Commodore 64, ça indique pas mal de choses sur le type de composition qu'ils veulent. Mais ça se démarre vraiment à partir du PC 88, surtout dans la deuxième génération de puces sonores, la Super Famicom, la Mega Drive, la Neo Geo, les bornes d'arcade. On va dire que le standard est plutôt en moyenne sur 8 voix. Alors qu'en Occident, on est à 2 fois moins. Et j'en rajoute une couche aussi du côté américain, avec une approche beaucoup plus rock. Je pense à Tommy Tallarico. Alors, on parle de Rob Hubbard, mais on a aussi Tommy Tallarico, par exemple, qui va avoir peut-être une démarche plus de compositeur rock, pop rock, d'une certaine façon, dans sa musique, et moins mélodique. On va être plus sur de l'ambiance. Et puis... Oui. Et c'est vrai qu'il y a aussi, si on veut comparer les musiques venant de pas mal de territoires, la Mega Drive, ça peut être un bon terrain d'expérimentation, parce que la Mega Drive explose à partir de 89, surtout 90, 91 en Occident, donc beaucoup de studios occidentaux se mettent à exploiter la Mega.
de la Mega Drive. On se retrouve avec une machine qui a 8 voix, sans compter les 3 voix en Square Wave de la puce compatible Master System, et donc on se retrouve avec pas mal de voix, et puis les cartes PC, les cartes son PC vont suivre l'exemple aussi en montant le nombre de voix, et Tommy, en fait, c'est vrai que lui, il fait pas de la musique symphonique, c'est mais on a l'école européenne aussi qui se met dessus. Alors c'est très dur de tout expliquer tout de suite, parce que l'évolution en plus se fait assez rapidement. Hein. C'est le jeu vidéo entre le jeu vidéo de 1981 et celui de 91, il y a quand même une évolution qui est hyper rapide. Au début, d'ailleurs, les Américains sur Mega Drive, ils ont un peu de mal avec la synthèse FM, ils n'ont pas les bons outils et tout ça, et c'est vrai que tout le monde se garde un peu ces drivers sonores studio. Il y a quand même le culte du secret, hein. Ces outils, on les partage pas, il n'y a pas forcément des bons outils fournis par le constructeur de la machine, ni d'outils qui sont vendus comme aujourd'hui les moteurs commerciaux et les outils commerciaux existent. Donc c'est vrai que ça, c'est un aspect aussi que je tenais à transmettre. C'est au début, les musiciens de jeux vidéo sont souvent des programmeurs, et la première étape, c'est de faire son driver sonore, c'est-à-dire la couche logicielle qui permet d'exploiter au mieux le processeur sonore. Donc ça reste très technique, et après, dans les années 90, on va avoir l'arrivée de musiciens qui sont des musiciens de formation, de métier, et et les outils vont devenir plus pratique à utiliser pour des non-programmeurs. On en parlait il y a 2 semaines avec Frédéric Rénal. Chacun se construisait son propre outil pour créer son jeu vidéo. Alors, le temps file. Je vais juste faire une petite pause musicale, mais du 1 minute 30 pour introduire le tout dernier sujet, puisqu'on a beaucoup parlé de processeurs sonores, etc. La dernière étape, c'est il y a 20 ans, et surtout maintenant, il y a une quinzaine d'années, c'est véritablement des musiques qui sont symphonique, désormais au service du jeu. Et alors aujourd'hui, on a la musique de Clair Obscur Expédition 33 qui est plébiscitée, mais auparavant, on avait déjà les Final Fantasy, je pense à Masashi Hamauzu, ou même dernièrement Stormbringer, que tu nous avais passé, Léo, à l'antenne, qui sont maintenant des véritables compositions épiques qu'on peut jouer dans des salles, et c'est le cas, qu'on peut jouer vraiment dans des salles philharmoniques, et pas que via le Video Game Orchestra, par exemple, ou le Video Game Live, par exemple. Juste une petite pause, comme ça, respiration sonore, 1 minute 30. Koichi Sugiyama, dont on parlait en début d'émission, qui est un des premiers aussi à avoir organisé un concert de jeux vidéo, on le disait en début d'émission. Eh bien, Dragon Quest 9, la version la plus symphonique donc de ce thème iconique, qui est toujours le même depuis le début de la saga de Dragon Quest. C'est faut s'imaginer qu'au tout début de cette saga, c'était évidemment le processeur sonore de la NES qui faisait tout le boulot, et c'était une toute autre ambiance. Aujourd'hui, on est sur, là pour le coup, c'était en plus de ça un jeu qui date un petit peu, puisque Dragon Quest 9 est sorti sur Nintendo
DS, même pas 3DS, je crois, je ne sais plus. Oula. Je ne sais, DS ou demande beaucoup, 3DS. Ah, et pourtant j'y ai touché à l'époque et j'ai failli le terminer. Mais ceci est une autre histoire, il faudrait que je vous raconte. C'est quelque chose qui prendrait une heure entière à vous décrire. Mais bref, la version symphonique donc de ce thème iconique de Dragon Quest. Et là où je veux en venir, c'est que on est aujourd'hui dans une nouvelle ère en quelque sorte, où on a à la fois cette tradition de la chiptune, du néo-rétro qui continue, je pense à Shovel Knight, Jake Kaufman par exemple, qui en tout cas en a longtemps été le fer de lance. Maintenant il y en a beaucoup d'autres qui ont suivi le mouvement. Et puis on a cette musique aujourd'hui épique, symphonique, qui peut être jouée dans des salles de concert. Et ça c'est incroyable parce qu'il y a encore... Allez, on va dire, il y a encore une dizaine d'années. Et là, je me tourne vers toi, Douglas Alves, qui est avec nous, qui est notre invité avec, justement, en fond, on le disait, cette exposition Video Game and Music à la Philharmonie de Paris. Douglas, il y a encore une quinzaine d'années, on n'imaginait pas pouvoir jouer de la musique de jeux vidéo dans des salles dévouées à la musique classique. Et même les gens qui sont plutôt les tenants de cette musique classique considéraient la musique de jeux vidéo, même symphonique, comme de la sous-musique. C'était une atmosphère, c'était pas plus que ça. Oui, aujourd'hui, il y a de nombreuses formations qui jouent de la musique de jeux vidéo. Donc ça, c'est... voilà. Moi, je suis content de cet état de fait. Voilà, déjà, c'est quand même super agréable que la musique soit reconnue. Et... je pense que je pense que plus que la musique de jeux vidéo, je pense que... Alors, il y a deux choses, je dirais. Il y a aussi le fait que le jeu vidéo, c'est quand même un art qui a du mal à s'anoblir, de façon générale. Voilà. Mais aussi que, effectivement, le fait que ça soit synthétisé par des processeurs qui étaient assez basiques, voilà, pour des musiciens, a contribué à cette réputation qu'a la musique de jeux vidéo. Mais en fait, quelque part, je trouve ça dommage parce que il y a beaucoup d'inventivité dans les musiques des premiers jeux vidéo, puisque les auteurs de musique vont devoir composer sous des contraintes très fortes et qu'ils arrivent à malgré cela à créer des compositions qui restent dans la tête et qui marquent les joueurs. Pour moi, c'est un sacré exploit, c'est une sacrée performance. Donc je pense que effectivement, c'est bien de dire que la musique de jeux vidéo, depuis fin des années 90, on peut pratiquement tout faire, mais ne pas oublier que les débuts du jeu vidéo, a quand même, malgré les contraintes, généré des musiques incroyables qui font l'histoire du jeu vidéo. Est-ce qu'on retrouve donc toute cette narration dans l'expo à la Philharmonie de Paris actuellement? Alors est-ce que tu t'y retrouves dedans? Alors c'est vrai que moi j'y allais un peu, je suis allé à l'inauguration et que j'ai envie d'y retourner. Voilà, parce que pour en profiter un peu de façon un peu plus intime et dans cette exposition que j'ai trouvé la principale qualité, je dirais, c'est quelque part vraiment sur une surface qui est assez limite, puisque on n'est pas non plus sur 20 000 m². On a quand même beaucoup de sujets qui sont abordés. Et ça, pour moi, je trouve que c'est le point fort de l'expo. C'est qu'on a autant on a des jeux musicaux pour pouvoir y jouer, on a la salle où on appuie sur des boutons et ça permet de choisir le jeu qui est joué en temps réel à côté par d'autres joueurs comme ambiance principale de la salle. Donc ça, c'est assez marrant comme interactivité. On revient sur l'histoire du jeu vidéo, on parle des musiciens, on parle des puces sonores, on parle même de la démoscène. Voilà, il y a le Commodore 64 qui est exposé, il y a même, voilà, les gens peuvent s'isoler pour regarder des démos Amiga.
Ça, c'est génial, ça. Et Commodore 64. Enfin voilà, il y a un endroit, et on a un mur avec plein de vinyles qui est très beau aussi. On parle des musiciens de jeux vidéo, voilà, avec des belles illustrations, des petites biographies pour chaque musicien. Enfin, on a des choses comme The Musical Atari, qui est un des premiers, on va dire, logiciels de composition sur Atari 800, sur les premiers ordinateurs Atari. Hein, donc, oui. Voilà, c'est sorti en 79. Voilà, pour les machines, hein, le programme, je crois qu'il est sorti un peu plus tard. Je regarde, c'est 8 bits, quoi, tout simplement. C'est des Atari 8 bits, hein, qui étaient limités à 4 et 8K au départ, voilà, sans extension, qui étaient un peu les machines qu'avait sorti Atari pour concurrencer l'Apple II et surtout pour promouvoir un nouveau concept d'ordinateur. C'était l'ordinateur pour la famille, l'ordinateur pour la maison. Et c'est aussi le premier ordinateur au monde qui a une puce sonore qui a été conçue pour lui. Voilà, on n'est plus dans les... on n'est plus comme par exemple sur la télévision, sur des puces sonores à square wave basiques qu'on va prendre et mettre sur sa machine. Là, on a un processeur sonore 4 voix, voilà, 4 voix en 8 bits, hein, bien sûr, mais avec la possibilité de fusionner 2 voix pour faire du son 16 bits, hein, ce que aucun jeu ne fait à l'époque, à ma connaissance, parce que pas assez de mémoire. Oui. Voilà. Oui, c'est la mémoire, hein, vraiment le principal frein à la musique numérique au début. Hein. C'est pour ça qu'on prend des puces qui synthétisent. Et on a plein de choses. Moi, j'ai découvert à l'expo un programme qui s'appelle Riffology, qui créait de la musique pas aléatoire, mais de la musique algorithmique, qui permettait de faire des sortes de répondeurs sans qu'il y ait de boucles répétitives. Voilà, enfin il y a vraiment plein de sujets qui sont abordés dans l'expo. Donc pour peu qu'on aime un peu le son de la musique de jeux vidéo, et on trouve vraiment de tout, hein, voilà, un côté historique, mais aussi un côté interactif, on peut jouer au jeu. Donc c'est une expo qui est très complète. Voilà, c'est une première très bonne expo, en tout cas sur le sujet. Exactement. Alors c'est malheureusement un peu tout le temps qu'on aille. Juste une dernière chose, parce qu'on a aussi 2 news à dire, mais ça prendra un tout petit peu de temps. Mais juste pour rappeler, c'est Fanny Rebillard et Jean Z qui sont les commissaires, et toi tu avais un petit peu aidé Fanny, alors c'est ça, juste pour en terminer. Moi j'avais connu juste Fanny, tu vois, quand elle avait commencé à travailler sur le sujet, et donc voilà, on est resté en contact depuis ce moment-là. Voilà, mais en tout cas c'est quelqu'un de très passionné par le sujet, donc on a forcément envie de l'aider. Moi, j'ai un peu, voilà, on a un peu discuté vraiment au début et tout ça, mais sur l'expo, c'est vraiment son travail, hein, et j'espère, voilà, que dans le futur, on aura cette même expo, mais en x4. Voilà, ça serait, voilà, au niveau de taille, diversité des sujets, parce que la musique de jeux vidéo, il y a énormément de choses à dire. Voilà, mais c'est un premier, c'est déjà des expos sur le jeu vidéo de cette qualité, il y en a peu, mais en fait si on commence à avoir des expos qui traitent d'un domaine particulier du jeu vidéo, c'est génial, parce que c'est une porte ouverte à beaucoup d'expos, à la diversité des expos, parce qu'on a, nous, par exemple chez Emo5, c'est vraiment l'aspect historique. D'habitude quand on fait une expo, c'est l'aspect historique qui compte, mais il y a plein de moyens d'aborder le jeu vidéo, et en fait il faut qu'on commence à faire des expos sur des sujets bien particuliers dans le jeu vidéo, et il faut qu'il y en ait de plus en plus. Donc voilà, donc en tout cas c'est une très belle initiative, et que la Philharmonie voilà, ait accepté d'héberger cette expo, c'est génial, quoi. Qui est dispo jusqu'au 2 novembre prochain, donc on le rappelle, c'est à la Philharmonie de Paris. On en profite pour faire aussi un gros bisou aux gens de chez MO5 qu'on connaît un petit peu chez nous à Montéquier, un petit peu. Exactement. Juste pour alors juste avant d'en terminer, on a 2 news très vite. Aujourd'hui, c'est le dernier jour de Japin Bellecombe au cinéma Bellecombe, et on fait des gros bisous à l'ami Romain, évidemment. 14h30 les Enfants Loups à Meiuki, 17h Métropolis et 21h Scarlett
et l'éternité, donc Scarlett de Mamoru Hosoda, le tout dernier Mamoru Hosoda, qui est une nouveauté, donc qui passe donc en main event ce soir au Ciné Bellecombe, donc du côté du, alors on va dire métro Brotteaux, métro Charpennes, entre les deux, voilà. Ensuite, mon Léo. J'avais deux news très vite, du coup, parce qu'on a très peu de temps. La première, what the fuck, j'en ai une par semaine en ce moment. Hier, c'était le fan festival Anaheim, c'est-à-dire le festival dédié à Final Fantasy XIV, dont je suis fan, et je joue. Voyons. On a l'annonce du raid à 24, donc à 24 joueurs dans un raid, et j'ai absolument halluciné quand j'ai entendu les premières notes de la musique. Ça sera donc un raid Evangelion. Final Fantasy XIV. Un truc de fou. Un truc de n'importe quoi. J'ai appris ça ce matin. C'est n'importe quoi. Voilà. Franchement, c'est n'importe quoi. Je suis comme un fou. Voilà, et ensuite, l'autre news, c'est plutôt de la boxe. J'en parle rarement, mais là, c'est quand même exceptionnel, puisqu'au Tokyo Dome, le 2 mai, on accueillera un affrontement 100% japonais. What? Naoya Inoue, quadruple champion unifié en Supercoque, contre Junto Nakatani, invaincu lui-même, champion dans 2 divisions de boxe différentes. C'est 100% japonais, c'est mythique, c'est en haut de la hiérarchie mondiale. Et ça va être très, très chaud, parce qu'ils sont tous les deux très chauds. Ils ont annoncé qu'ils visent le KO. Voilà, tout simplement. Carrément. Et en plus, comme le Tokyo Dome est rempli, puisqu'en quelques minutes, il n'y a plus de place, et ben 116 cinémas au travers du Japon diffuseront l'événement en direct. Ah, Je devais le dire. Ouais, okay. Je devais le dire, parce que c'était l'événement incroyable au Japon. J'avais 3 autres news, mais il y a tellement de demandes qui vont ouvrir des cinémas pour retransmettre l'événement. 116. Hein. Incroyable. 116. Ok. Hein, ça marche. Et ben écoute, on va se quitter avec une musique qui met tout le monde d'accord, avec du Yuzo Koshiro, avec donc du Is. Alors moi j'en avais en stock mes versions PC 88, et toi Doug, tu nous proposes la version PC Engine CD-ROM. Et ben écoute, on va partir sur cette version là évidemment. Douglas, je te remercie énormément. Oula, attendez, hop là, on va peut-être relancer la chanson comme il faut. On te remercie énormément pour tout ton savoir que tu nous as dispensé aujourd'hui dans cette émission. Merci à toi. Bah de rien. en espérant que ça soit quelque chose qui intéresse les auditeurs et qu'ils aillent un peu plus loin, mais pourquoi pas refaire quelque chose sur la musique des jeux vidéo un jour. Eh ben avec grand plaisir. Franchement, à l'antenne, tu reviens quand tu veux, et on en reparle parce qu'on a à peine gratté la surface du sujet. C'est clair. Tellement de choses à dire, ça très clairement. Merci beaucoup, merci beaucoup. Reste 2 petites minutes après l'émission, on aura le temps de discuter un petit peu. Mais on prend hors antenne. Mais en attendant, on va déjà passer cette musique pour dire au revoir. Donc Is 1 et 2, la musique d'ouverture. Donc le Is 1 et 2, la duologie qui avait été sortie donc sur PC Engine, c'est des ROM. Et était déjà une réorchestration de la version PC 88. Exactement. Déjà, voilà. Fina, F-E-E-N-A, Fina, le nom du titre de la musique d'ouverture. Oui, qui est un personnage important dans la saga. Un petit peu, oui, voilà. Un petit peu. Un tout petit peu, oui, surtout. Regardez les long plays ou jouez simplement au jeu pour vous imprégner dans cet univers. C'est pas un gros action RPG, en plus vous pouvez vous balader et grinder sans trop vous ennuyer. En plus ça c'est plutôt sympa à une époque où on a aussi des jeux avec plusieurs dizaines d'heures de gameplay, et là en fait baladez-vous, profitez de la musique aussi évidemment de l'univers de Is. Allez, en attendant, profitez aussi de cette musique là, portez-vous bien, vive le son japonais et vive le jeu vidéo. Et Jamatane. Jamatane. Bientôt.